Merci. Bonjour à tous. Donc, on m'a demandé effectivement de revenir sur les grèves des mineurs en 1947-1948. Et d'emblée, au-delà même de la problématique qui est annoncée, je dois dire que c'est un objet historique assez complexe. En fait, déjà, pour introduire un petit peu le sujet, du côté des acteurs, c'est-à-dire des militants en 1947 ou 48, on peut parler d'un traumatisme mémoriel, en tout cas pour la grève de 1948. À l'échelle de la Confédération CGT, les deux grèves, celle de 47 comme de 48, n'ont pas fait l'objet de commémoration, comme par exemple la grande grève patriotique de 1941 ou aussi la grève unitaire de 1963, dont vous allez entendre parler aussi. En fait, ces deux grèves aussi un petit peu entre amnésie ou alors volonté de justification. Et ces semaines de grève ont laissé de l'amertume. Pour la CGT, c'est une défaite. Pour les ouvriers, c'est une grève dure, de par notamment la brutalité des CRS, l'entrée dans certains bassins miniers des chars et de l'armée. Pour la hiérarchie minière, elle sort, alors ça peut peut-être vous choquer, mais elle sort aussi un peu traumatisée par la remise en cause de son autorité. Et puis, il y a aussi les non-grévistes, ou les membres de la CFTC ou de Force ouvrière, les militants socialistes qui n'oublient pas les accusations de traîtrise, les insultes, les agressions dont ils ont été l'objet. Donc une mémoire, on va dire, conflictuelle. Du côté des historiens, en fait, la grève des mineurs, donc j'ai relu des tas d'éléments la semaine dernière, la grève des mineurs en 1947, de 1947, est insérée dans le grand mouvement national, dans le grand mouvement social à l'échelle nationale. Et la grève de 1948, elle est plus centrée sur la grève des mineurs, mais par contre, elle n'a pas fait l'objet de nombreux travaux, et dans les manuels en histoire, elle est plutôt vue comme le signe de l'entrée dans la guerre froide, dans le durcissement de la politique de la CGT et du PCF. Voilà l'état des lieux. Alors bien sûr, j'ai une bibliographie sur la question. En fait, je voudrais insister sur deux ouvrages qui me paraissent... d'abord, un article, La grève des mineurs de l'automne 1948 en France, qui est relativement récent, qui date de 2014 et qui fait quand même bien le point, justement, sur la grève de 1948. Et puis, surtout, et là, c'est un petit peu pour déplorer qu'on n'ait pas... la même chose pour un même ouvrage pour le Puy-de-Dôme, mais c'est un peu une incitation à pouvoir le faire, mais je pense que c'est un peu compliqué. Le livre de Jean-Michel de Bedouin et Jean-Michel Steiner, les mineurs, et deux autres auteurs, les mineurs stéphanois en grève, à partir des photographies d'un grand journaliste, donc Léon Leponce, sur Saint-Étienne. C'était vraiment un ouvrage remarquable, mais j'aurai l'occasion donc d'y revenir. Du coup, ça m'a incité aux archives départementales à voir si d'autres photographies étaient possibles, si d'autres photographies étaient aux archives départementales concernant les grèves de 1947-1948. Et en fait, je vais vous montrer d'autres photographies sur les bassins miniers du Puy-de-Dôme, mais en fait ce sont des photographies sur les installations, mais pas du tout sur les grèves de 1947-1948, malheureusement. Bon, donc je vous les montre juste, là vous avez Saint-Éloi-les-Mines, ensuite Saint-Éloi-les-Mines, encore le puits Saint-Joseph à deux dates différentes, la première 1910, l'autre après-guerre.
Messet également, mais plutôt des photographies, vous voyez, pareil, 20e siècle, enfin début 20e siècle, 1940. Hein. Et puis ensuite Brassac-Clémine vers 1955. Hein. Bon, des photographies que vous connaissez certainement, effectivement, mais en fait, pas de mineurs. Absence de mineurs, absence de conflit, hein, on peut le dire. Bien. Alors mon objectif, qui était peut-être un peu ambitieux, c'était effectivement de replacer ces grèves dans le contexte national et international, tout en intégrant l'étude des bassins miniers que vous avez indiqué tout à l'heure, hein, Saint-Éloi-les-Mines, surtout, Brassac-les-Mines, Messet, mais en tenant compte des archives. Or, on avait déjà été confronté à cette difficulté au début des années 2010, il n'y a pas énormément de documentation sur 47-48. Beaucoup sur les années 50, hein, mais pas spécifiquement, en tout cas dans le Puy-de-Dôme, sur ces 2 années. Voilà. Et donc, mon objectif, c'est d'intégrer l'étude de cas des bassins miniers du Puy-de-Dôme, mais tout en, effectivement, faisant des comparaisons, comme vous allez le voir, avec les mines du Nord-Pas-de-Calais, ce qui s'est passé dans les mines du Nord-Pas-de-Calais, et parfois également avec Saint-Étienne dans la Loire. Alors, je pense aussi que pour bien comprendre la radicalité, d'une certaine façon, de ces grèves, que ce soit en 47 ou en 48, il faut bien comprendre le contexte, et en particulier ce contexte de la reconstruction, hein, on pourrait dire de l'espoir aux désillusions. L'espoir a été tellement fort que les désillusions, effectivement, sont très fortes. Parce que... D'abord, contextuellement, les grèves des mineurs, uniquement des mineurs en 1947-48, s'insèrent dans un mouvement de contestation beaucoup plus global. Hein, dans le cadre de la reconstruction, à la libération, une grande partie du potentiel industriel est à l'arrêt. La population française, effectivement, s'engage dans la reconstruction, mais la situation des classes populaires est très difficile, confrontée à des pénuries alimentaires, à la diminution du pouvoir d'achat, hein, 30% moins 30% entre 1940 et 1948 en raison de l'inflation. Et à cela, il faut ajouter aussi la durée du travail allongée, entre 40 et 45 heures par semaine, notamment donc pour faciliter la mise en œuvre du premier plan qui met l'accent justement sur les industries de base, que ce soit la sidérurgie ou le charbon. Ensuite, et si on suit effectivement les réflexions de Marion Fontaine et de Xavier Vignat, les grèves de 47-48 peuvent aussi s'inscrire dans la phase décennale d'affrontement commencée dès 1936. Hein, parce que depuis 1936, il y a énormément de combats dans les bassins houillers pour contester la rationalisation du travail et la brutalité du commandement. Hein. On a quand même là 2 facteurs explicatifs récurrents. Hein. Ensuite, il faut bien voir aussi que nous sommes très près de la Seconde Guerre mondiale et donc les mineurs ont joué un rôle dans les grèves patriotiques contre l'occupant, hein, que ce soit dans le Nord ou que ce soit aussi à Monceau-les-Mines en octobre 1943. Ce que je veux dire par là, c'est que la corporation minière, après-guerre, elle est associée à l'esprit de résistance. Hein. Je pense que c'est un point important. Et cette corporation minière aspire à une remise en cause des rapports hiérarchiques à travers une épuration des porions et des ingénieurs les plus brutaux. Hein. Or, ce que l'on sait, alors pas pour le Puy-de-Dôme, mais pour le Nord-Pas-de-Calais, c'est que dans le Nord, justement, sur 800 dossiers examinés, l'épuration aboutit à 2 licenciements, 18 suspensions, 11 déplacements, bref, hein, le compte n'y est pas, hein, pour les mineurs du Nord-Pas-de-Calais. Troisième point important, les mineurs revendiquent la mine aux mineurs, hein, dans le contexte de la nationalisation. Hein, la mine aux mineurs, oui. Donc, la mine aux mineurs, il faut savoir que c'est une revendication ancienne, puisque les mineurs de Rive de Gier l'évoquent dès 1848. Hein.
mais que dans ce nouveau contexte, cette question de la mine aux mineurs ressurgit, dans un contexte politique plutôt favorable, puisque Ambroise Croizat, secrétaire général de la Fédération CGT de la métallurgie, est nommé ministre du Travail, hein, et que Marcel Paul est ministre communiste de la production industrielle, et c'est bien lui qui va présenter une loi sur les nationalisations en 1946. Hein, et d'autre part, c'est bien Victorin Duguay qui devient président de l'organisme centralisateur des charbonnages de France. Donc on a une nationalisation, il faut bien prendre en compte ce contexte, on a une nationalisation des compagnies en 1944, puis donc la création des charbonnages de France en 1946, qui donne un rôle inédit aux organisations syndicales à travers tout un système de comités. Et Léon Delfosse, c'est important pour notre histoire, Léon Delfosse est le nouveau directeur général en charge du personnel et en charge de l'organisation sociale pour l'ensemble des houillères. À cela, il faut ajouter plus effectivement le fait que la Fédération régionale des mineurs du Centre est dirigée par Loubert Kléber. Alors à cela, il faut ajouter donc, et c'est important aussi, le statut des mineurs. Hein, une grande victoire de la classe ouvrière qui est décrétée le 14 juin 1946, qui est une sorte de code, c'est un code de la profession des mineurs qui réglemente tous les aspects de la vie du mineur au travail. J'ai là résumé à peu près les différentes dimensions de ce décret. La composition, il réglemente la composition du personnel des houillères, la hiérarchie professionnelle, les conditions de la titularisation, la durée du travail, les congés. Hein. Nous allons voir que évidemment ce statut des mineurs va jouer un rôle important dans ces luttes. Hein. D'autre part, c'est un statut qui fait que les salaires des mineurs sont valorisés par rapport à ceux des autres ouvriers, hein, et les congés payés sont supérieurs également. Hein. Ils peuvent être aussi logés gratuitement par les houillères ou recevoir une indemnité. Ils ont le charbon gratuit et ils maintiennent leur caisse autonome nationale de sécurité sociale qui va gérer les retraites et notamment, quelque chose de très important, le réseau de caisses de secours, que ce soit donc les caisses de maladie, maternité, allocation familiale. Donc un contexte plutôt favorable, mais cette promotion s'accompagne d'une intense mobilisation de la main-d'œuvre dans ce qu'on a appelé la bataille de la production. Et dans cette bataille de la production, le salaire aux pièces, c'est-à-dire le salaire au rendement, est réintroduit. Hein, et cette bataille de la production, comme vous le savez, est soutenue à la fois par la CGT et à la fois par le PCF, hein, comme le montrent aussi toutes les affiches de la CGT. Hein, à partir de 1945, je vous lis quelques slogans. Pour reconstruire la France, il faut du charbon. La France a besoin du charbon. La France a besoin de toi. Hein. Donc il y a une grande mobilisation qui s'accompagne aussi et qui n'est pas forcément totalement bien reçue d'une condamnation aussi de l'absentéisme et même aussi une condamnation des grèves, notamment par le discours de Thorez à l'été 1945 avec un mot d'ordre: produire d'abord, revendiquer ensuite. Donc un contexte complexe aussi de ce point de vue-là. Hein. Et puis à partir du début 1947, les militants, les relations sont tendues, on va dire, ou deviennent tendues entre les militants cégétistes et communistes d'un côté et les représentants de l'État, notamment le ministre socialiste de la production, Robert Lacoste, hein, dont on reparlera, qui va décider la révocation de Léon Delfosse. Et au-delà de cette révocation, ça montre la volonté de l'État de reprendre en main la direction de l'entreprise.
Voilà, donc il faut bien avoir tout cela en tête, hein, pour pouvoir répondre en fait à toute une série de questions. Comment expliquer ce mouvement de grève à la fois en 47 et 48, cette intensification des luttes de classe pendant la guerre froide, et puis ces grèves, le gros sujet donc à la fois politique et je dirais historique a été le suivant. Ces grèves ont-elles été ou non insurrectionnelles? En tout cas, elles ont été qualifiées d'insurrectionnelles donc par le président du Conseil, Jules Moche. Hein. Alors, donc, de ce fait, à partir de maintenant, au-delà de ce contexte, je vais reprendre donc une voie plus chronologique. Je vais d'abord aborder la grève des mineurs de 1947, hein, plus, et ensuite je verrai donc la grève des mineurs de 1948. Alors, il me semble que la grève des mineurs de 1947, en fait, elle aboutit en fait à la scission syndicale. C'est quand même le point majeur qu'il faut retenir. Bon, sans trop entrer dans les détails, on est donc dans un contexte de mécontentement généralisé dès le début de l'année 1947. Hein. Il y a une aggravation des problèmes de ravitaillement, une augmentation des prix, il y a des manifestations qui éclatent dans des villes moyennes, et puis, comme vous le savez, parce que c'est une date qui est tout le temps indiquée, il y a donc la grève des ouvriers Renault, hein, le 25 avril, à Marseille également, donc des mouvements de grève suite à l'augmentation des tickets de tram, et dans le bassin houiller du Nord, c'est effectivement la révocation de Léon Delfosse, qui met le feu aux poudres, en fait, dans les charbonnages du Nord-Pas-de-Calais à partir du 14 novembre 1947. Et là, c'est la conséquence de, je dirais, l'exportation de la guerre froide en France, hein, puisque c'est suite au plan Marshall, hein, que l'éviction des ministres communistes donc, est décidée. Hein, et ensuite, on est bien en guerre froide, notamment à partir de l'automne 1947, puisque la fondation du Cominform, en septembre 1947, va jouer un rôle dans le changement politique opéré par le PCF. Hein. Et la fin de l'année 47 est aussi caractérisée par donc la menace que ressentent les mineurs de revenir justement sur le statut des mineurs et sur le régime de sécurité sociale. Donc les premiers à entrer dans le mouvement, ce sont les mineurs donc, du bassin du Nord-Pas-de-Calais, mais dès le 17 novembre, 10 000 mineurs cessent le travail et le 18 novembre, 70% des mineurs sont en grève et le mouvement touche la métallurgie. Hein. Dans le Puy-de-Dôme, le préfet note aussi un mécontentement généralisé et qui s'amplifie à partir du mois d'avril. En janvier, il y a une grève chez Michelin, en février, une grève des cheminots, les aciéries aux Ancises où l'industrie métallurgique à Issoire aussi donc, participe au mouvement. Et au printemps 1947, donc avant même les grèves, hein, le syndicat CGT des mineurs saint-éloi proteste contre l'augmentation du prix de pain, sa mauvaise qualité, réclame l'application du minimum vital, le transport gratuit du chauffage, hein, bref, tout un panel de revendications. Le préfet répond en indiquant qu'il va améliorer le ravitaillement, mais le syndicat des mineurs participe à la première grève limitée à 24 heures dès le 22 septembre 1947. Et là, c'est une initiative déclenchée par l'ensemble, par la CGT, et qui concerne l'ensemble des mineurs des bassins d'Auvergne.
Alors plus particulièrement, la grève des mineurs de Saint-Éloi commence donc à partir de la fin du mois de novembre. Le 23 novembre, le conseil syndical accepte le manifeste de la CGT et décide de voter la grève sur les puits. Hein. On a un rapport de gendarmerie qui date du 26 novembre 1947. Hein. Ce rapport de gendarmerie indique bien, le 25 à 6 heures, les mineurs de Saint-Éloi se sont mis en grève. Ils demandent le réajustement de leur salaire, une augmentation de l'indemnité du loyer. Le mouvement entraîne la cessation totale du travail donc de 4166 mineurs et employés des mines. La durée de la grève est indéterminée. Le calme règne et aucun incident n'est à signaler, donc à la date du 25 novembre. Bon. Ensuite, donc, le syndicat CGT organise des piquets de grève, organise des assemblées générales, donc fait appel également à des souscriptions, des collectes, hein, dans le cadre d'une solidarité, hein, qu'on retrouvera effectivement aussi en 1963, distribue des tracts, mais l'ambiance devient vite tendue. Hein. Alors, tendue entre les grévistes et la police, qui est réclamée par la direction de la mine pour assurer, entre guillemets, la liberté du travail. Et puis, la radicale, alors donc on peut dire que c'est une grève radicale qui s'explique aussi sans doute par la proximité temporelle de la violence aussi dans la résistance à l'occupant nazi, comme je vous montrerai à travers d'autres tracts. Et puis d'autre part, le contexte national de guerre froide renforce hein, la radicalité, comme on l'a vu tout à l'heure avec le renvoi des ministres communistes. Hein. Mais d'autre part, cette ambiance tendue débouche aussi sur une rupture entre les grévistes qui est attestée donc par des lettres de démission. Hein, qui ont été retrouvés pour Saint-Éloi-les-Mines et qui montrent la scission effectivement entre d'un côté les militants cégétistes communistes et les militants cégétistes donc plutôt socialistes et en définitive ce qui prépare la scission et la création donc du syndicat CGT-FO. Hein. Donc il y a une détérioration des relations syndicales entre les deux tendances. Hein. La CGT dénigre les militants de FO, les accusant d'être des traîtres, des valets du capitalisme, des candidats de l'État patron, hein, voire des affameurs de la classe ouvrière. Ce sont les termes hein, que je mets évidemment entre guillemets. Et FO, de son côté, donc s'affirme. On a donc un article donc, de FO notamment paru dans La Montagne qui insiste sur donc, la liberté du syndicat et donc qui dénonce la politisation hein, d'une CGT inféodée, hein, c'est le terme qu'on retrouve souvent en 47-48, inféodée au Parti communiste. Alors donc il y a un nouveau rapport de force, hein, à la fin 1947, il y a un nouveau rapport de force donc, qui se met en place. Il y a effectivement une légère diminution du nombre de syndiqués à la CGT, mais qu'il ne faut pas non plus mais en même temps, le préfet note l'influence persistante de la CGT sur les mineurs. Hein. Donc il y a une légère diminution, mais la CGT reste toujours majoritaire, comme on le voit d'ailleurs par le nombre d'adhérents, enfin la répartition du nombre d'adhérents au 1er mars 1948. Hein. Bien, donc elle a perdu des adhérents, mais elle reste forte dans ce domaine-là. Bien. Alors, ensuite, donc, se déroule une autre grève, hein, une autre grande grève, donc c'est celle de 1948. Là, on peut
qui a lieu à l'échelle nationale entre le 4 octobre et le 22 novembre, et là qui est provoqué par donc la publication de ce qu'on appelle les 3 décrets Lacoste. Hein. Alors, je ne vais pas vous lire dans le détail les 3 décrets que vous avez donc à l'écran, mais simplement bien indiquer effectivement leur signification. Hein. Donc, effectivement, on peut dire qu'il y a que ces 3 décrets remettent en cause donc les garanties salariales prévues à l'article 12 du statut. Que d'autre part, ce que voient beaucoup les mineurs, c'est les nouvelles mesures qui peuvent contraindre les ouvriers atteints de silicose à travailler. D'autre part, il y a une diminution des indemnités de maladie, une menace sur les retraites et une réduction également de l'action des délégués mineurs. Et donc, pour toutes ces raisons, la Fédération du sous-sol considère que les décrets Lacoste, je cite, violent le statut du mineur et le régime de sécurité sociale mineur. Hein. Donc, c'est bien cette publication des 3 décrets qui met le feu aux poudres et qui va provoquer donc une forte mobilisation. Voilà, une forte mobilisation. Alors, effectivement, c'est le 30 septembre 1948 que la Fédération du sous-sol CGT consulte par référendum ses adhérents sur des revendications, abrogation des décrets, salaire minimum, hein, augmentation de 30% des retraites. Et sur ces mots d'ordre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle organise un référendum avec l'aval des fédérations FO et CFTC pour démarrer la grève. C'est-à-dire que ça commence quand même par l'unité syndicale. Hein. Et dans le Nord-Pas-de-Calais, à plus de 85,5%, les mineurs votent oui, hein, à la grève. Ici, à l'écran, vous avez donc le référendum tel qu'il a été posé à Saint-Éloi-les-Mines, et c'est donc 89% des votants qui votent oui à la grève. Et si on se déplace du côté de Saint-Étienne, voilà, de la même façon, notamment dans le Patriote, les clapeuses donc, ont voté, ont participé 89% de votants. Ensuite, une autre une du journal, le Patriote, la grève des mineurs est totale dans la Loire. Hein, et ça correspond effectivement à l'ensemble des bassins miniers. La grève donc débute le 4 octobre. Hein, elle débute le 4 octobre. C'est une grève presque totale des 340 000 mineurs en France. Elle débute dans une large unanimité avec occupation des installations. Bon. Pour autant, les ministres ne cèdent pas, et donc la Fédération CGT décide à partir du 16 octobre, donc c'est une date aussi qu'il faut bien mémoriser, à partir du 16 octobre, elle décide de suspendre partiellement le maintien des opérations de sécurité, et notamment les opérations de pompage. Et cette décision, qui n'avait jamais eu lieu dans l'histoire des grèves minières, est très lourde de conséquences, hein, comme le rappellent bien Xavier Vignal d'ailleurs et Marion Fontaine. Elle contribue à raffermir, bien sûr, la mobilisation des grévistes, mais elle entraîne la condamnation des autres fédérations syndicales et donc brise l'unité syndicale. Elle va susciter les premiers accrochages aussi entre grévistes et membres de la hiérarchie minière qui essaie donc de préserver la sécurité et l'intégrité des fosses et des installations de surface. Et surtout d'un point de vue politique, elle offre au pouvoir l'occasion d'intervenir au nom de la préservation des intérêts supérieurs de la nation. Hein.
Voilà. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on assiste donc à une riposte gouvernementale. Et qu'est-ce que ça veut dire riposte gouvernementale en 1948 ? Ça veut dire effectivement l'arrivée des forces de l'ordre. Hein, l'arrivée des forces de l'ordre. Alors, elles interviennent d'abord en Lorraine, puis à partir du 18 octobre, Jules Moch, donc ministre de l'Intérieur, orchestre le dégagement des puits de mines, bassin après bassin, en commençant dans la Loire, puis le Gard le lendemain, et en s'achevant dans le Pas-de-Calais à côté du 25 octobre. Et là, il s'agit effectivement de véritables opérations militaires qui mobilisent l'ensemble des forces de police, mais aussi donc des soldats. En tout, il y a 60 000 hommes qui reconquièrent progressivement l'ensemble des puits qui sont souvent protégés par des barricades et autres installations de défense, comme on le voit bien d'ailleurs, enfin, je vous montrerai tout à l'heure des photos, notamment à Saint-Étienne. Visiblement, pas de barricades, pas d'installation de défense, en tout cas à Saint-Éloi-les-Mines ou à la Condel. Il y avait des forces de police, mais pas l'armée non plus. Bon. Alors, ce qui nous pose donc un problème, historiquement un problème essentiel, c'est la question de la violence, ou des violences. Hein. Alors, selon les témoignages justement des dirigeants syndicaux et des mineurs de Saint-Éloi-les-Mines, tout comme pour ceux de la Condel, c'est une grève dure. Qu'est-ce que ça veut dire une grève dure ? C'est une grève dure car déjà d'un point de vue financier, parce que la grève a été très longue. Hein, et deuxièmement, parce qu'effectivement, il y a incursion des forces de police. Pour le directeur de la mine de Saint-Éloi, qui va donner un petit exposé beaucoup plus tard, en 1956, lui, il ne parle pas d'une grève dure, mais il va parler d'une grève révolutionnaire. Hein. Grève révolutionnaire, parce qu'en fait, il évoque l'occupation de la mine, notamment l'occupation des lampisteries, de la centrale électrique, qui remettent en cause la liberté du travail. Il insiste aussi sur le sabotage d'un pylône, mais comme le dit le préfet, le sabotage de ce pylône n'a pas altéré la production. Hein. Bon. Mais tout ça lui permet de justifier la répression des ouvriers condamnés à des peines de prison fermes. Hein. Alors, à la Condel, d'après le témoignage écrit justement de Jean-Claude Dafix, qui était enfant en 1947-48, il évoque aussi la brutalité des forces de l'ordre, des comportements brutaux, les puits occupés, les sirènes hurlantes, les patrouilles permanentes de CRS en camionnette. Bon, et il aborde également aussi la question de la solidarité, les collecteurs qui justement parcouraient les monts d'Auvergne pour recueillir un peu d'argent, un peu de nourriture pour la communauté. C'est un autre aspect aussi de la grève, qu'on retrouve d'ailleurs très largement en 1963, cet aspect de solidarité. Bon. Ce que l'on peut dire à titre comparatif, c'est que dans les bassins miniers du Puy-de-Dôme, oui, la violence a été moindre que dans d'autres bassins. C'est-à-dire que les affrontements ont été beaucoup plus durs, par exemple à Saint-Étienne, que dans les bassins miniers du Puy-de-Dôme. Hein. Et d'autre part, historiquement, il faut essayer justement de faire une typologie des violences, parce qu'il y a une violence des forces de l'ordre. Hein. Par exemple, lorsque les CRS occupent les bassins et quand ils font usage donc des chars, des mitraillettes, des grenades offensives contre les ouvriers, hein, et on a de nombreux exemples dans ce cadre.
par exemple le 20 octobre à Firminy, des CRS qui tirent sur la foule. Hein. Bon, une répression terrible également à la Grand-Combe. Hein. Mais il y a aussi les violences des grévistes contre les forces de l'ordre. Hein. Exemple, et notamment lors de la prise des puits, ou plus encore lors de tentatives grévistes pour reconquérir des puits. Hein. Par exemple, dans le 21 octobre, dans le bassin du Gard, un cortège parvient à chasser les CRS, mais les CRS effectivement sont débordés, assaillis, roués de coups, projetés en contrebas d'un mur. Il y a 14 blessés graves, hein, donc il y a effectivement violence aussi contre les CRS. Hein. Il y a des violences aussi entre grévistes et non-grévistes. Hein. Et puis il y a aussi une violence verbale, une violence verbale qui apparaît bien dans les tracts, hein, mais en même temps qui met donc en lumière un point très important qui est la dénonciation donc alors je ne vais pas vous montrer donc ces photographies qui montraient en fait les barricades, hein, à Saint-Étienne. Voilà. Mais on a donc notamment ce tract, assez de Saint-Barthélemy, hein, qui est un tract écrit par le syndicat des mineurs de Saint-Éloi-les-Mines et qui montre effectivement la violence verbale des affrontements, hein, donc contre le ministre, contre le président du Conseil. Hein. Donc nous assistons à une véritable Saint-Barthélemy des militants et on retrouve cela donc dans d'autres tracts, provocation intolérable. Là, dans ce tract-là, depuis de nombreux jours, gendarmes et gardes mobiles sillonnent les rues de notre cité. Et en fait, c'est la résurgence en fait, de tout un vocabulaire de la résistance, hein, la résurgence de tout un vocabulaire de la résistance contre les forces de l'ordre, contre le gouvernement, un gouvernement qui, à la Combelle, est véritablement donc associé à un régime nazi en fait. Hein. Et donc là, on le voit bien dans ce tract, ça ne peut plus durer. Alors là, ce n'est pas un tract écrit par le syndicat CGT donc de la Combelle ou de Brassac-les-Mines, mais c'est un tract qu'on a retrouvé dans les archives à Brassac-les-Mines, mais qui émane de l'Union départementale, hein, de l'UD, et qui est intéressant à analyser dans la mesure où donc, la répression menée par le président du Conseil socialiste est assimilée à la barbarie hitlérienne, aux méthodes nazies. Hein, et donc c'est un tract en fait, qui fait suite à l'arrestation du secrétaire du syndicat CGT des mineurs à Leuzard, hein, et qui, effectivement, fait le point aussi sur les 80 personnes arrêtées, hein, et qui sont entre les mains des mercenaires de Jules Moche. Donc ça traduit bien aussi la lutte fratricide entre socialistes et communistes, donc en cette fin de l'année 1948. Hein. Alors, donc il y a de nombreux points importants sur la répression qui est menée par l'État patron. Hein. Et là, il n'y a pas de spécificité, hein, des bassins miniers du Puy-de-Dôme. Hein. En définitive, l'arrestation des meneurs correspond, je dirais, donc à la situation à l'échelle nationale. Hein. En fait, elle a beaucoup touché effectivement les délégués mineurs, hein, qui étaient en charge effectivement le plus souvent aussi du combat. Hein. Et donc, sans entrer dans les détails et pour conclure,
puisque je pense qu'il faut que je conclue. Hein. Bon, j'ai beaucoup envie d'exemples. Eh bien, bon, je vais prendre le temps de bien conclure. Hein. Eh bien, déjà, effectivement, il faut retenir surtout de la grève de 1948 qu'elle a été perçue comme un échec dans un contexte de guerre froide. Pourquoi un échec? Parce que c'est le retour à un encadrement plus strict, c'est la suppression des comités d'entreprise, c'est tout de même la fragilisation de la CGT, car dans de nombreux endroits, il faut reconstituer de nouvelles directions syndicales. Hein. Bon. Ensuite, cette grève a laissé des traces politiques, une conflictualité exacerbée entre communistes et socialistes, mais aussi entre communistes et militants d'extrême gauche qui, depuis 1946, dénonçaient la bataille de la production. Alors, c'est une grève pour les historiens, pour certains historiens, c'est une grève insurrectionnelle de par la violence des rapports de force dans les bassins miniers, hein, et l'occupation des mines. Pour d'autres historiens, je cite, ce sont des grèves de nature sociale, des éruptions de violence d'un monde ouvrier paupérisé, plutôt qu'une insurrection programmée contre le gouvernement socialiste. Hein. Cependant, tous reconnaissent que ces grèves ont été instrumentalisées par le PCF. Hein. Ces grèves ont été perçues comme à partir de 1947 comme une arme contre le gouvernement socialiste. Bon. D'autre part, ces grèves, par le pouvoir en place, ont été qualifiées d'insurrectionnelles. Hein. Elles ont été qualifiées d'insurrectionnelles et le pouvoir donc a propagé l'idée qu'elles étaient orchestrées par les communistes cherchant à renverser la République. Hein. Et cette qualification est importante puisqu'elle permet au gouvernement de mener une politique de répression. Hein. Puisque le gouvernement fait voter une loi protégeant la liberté du travail et une loi aussi restructurant les compagnies de CRS fondées en 1944. Or, comme le dit Gérard Noiriel, aucune preuve ne vient à l'appui de cette thèse, c'est-à-dire d'un complot communiste. Hein. Et d'ailleurs, en 2011, une cour d'appel reconnaît l'illégalité des licenciements dont furent victimes les mineurs lors du mouvement d'octobre 1948. Cette grève, on peut dire qu'elle est marquée par la dureté de la répression. Il y a tout de même eu 3000 condamnations pour faits liés à la grève, des mois et des années d'emprisonnement infligés aux militants, 6000 mineurs licenciés, parmi lesquels de nombreux délégués mineurs, hein, et une scission, autre conséquence, une scission de la CGT, hein, qui, dans les années 50, avec le PCF, va mener un long combat pour l'amnistie des mineurs condamnés. Quant à la violence des grèves de 1947-48, hein, s'il faut donner donc des facteurs explicatifs, j'en ai donné déjà quelques-uns, mais je voudrais quand même réinsister sur des points qui me paraissent fondamentaux. C'est les conditions de vie catastrophiques des classes populaires, la prolongation des luttes menées depuis 1946, et effectivement, et là je suis Gérard Noiriel, l'éviction des ministres communistes en mars 1947, qui est ressentie par une fraction de la classe ouvrière, comme la répétition de la grève de 1938, qui m'est déjà laissé un très mauvais souvenir, hein, et l'expérience de la répression sous le régime de Vichy. Hein. Donc, par opposition, et c'est mon collègue qui a beaucoup plus de chance que moi, la grève de 1963 a été vécue, et là je reprends une expression de Marion Fontaine et de Xavier Vignat, l'envers lumineux de celle de 1948, car elle est unitaire. Pour autant, elle s'inscrit dans un contexte non plus de guerre froide, mais dans celui des plans de liquidation de l'industrie minière. Voilà.
Merci doublement. C'est pas sur mon temps. Merci doublement à Nathalie, d'abord pour son exposé, évidemment, mais aussi pour avoir tenu les délais, ce qui n'est toujours pas évident. Bon, je crois que l'exposé de Nathalie était très important pour nous rappeler à la fois les formes de lutte parfois dures qu'ont pu utiliser les mineurs. Je rappellerai quand même que nous sommes que 3 ans après la période de la résistance, hein, donc évidemment on a des gens qui étaient en capacité de... un policier, ça faisait peut-être un peu moins peur qu'un membre de la Gestapo qu'on avait affronté quelques années, très peu en amont. Voilà, je vais pas en dire plus. Et je crois que c'était important effectivement de rappeler le contexte, et notamment de ce que vous appelez le début de la guerre froide, qui quand même, effectivement, les grèves de chez Renault qui ont entraîné le départ des ministres communistes du gouvernement.